Et nous sommes donc en direct. Bonjour à tous, bienvenue au live meeting de Tipto en levée de fonds sur lita.co. Ravi de pouvoir vous avoir avec nous. Vincent, Mathieu, fondateur de Tipto, qui vont pouvoir se présenter dans un instant. Je suis Martin Hirschoer, conseiller en investissement et chargé de campagne, justement en l'occurrence de la campagne de levée de fonds de Tipto sur lita.co. J'ai peut-être eu l'occasion d'échanger avec certaines d'entre vous déjà en tant que conseiller. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir et de vous avoir nombreux ce midi à ce live meeting de Tipto. Je pense que pour certains, c'est la première fois que vous utilisez l'outil du live qui est Livestorm. Avant de pouvoir peut-être vous faire un petit rappel sur la manière dont ça va fonctionner ce midi et dont fonctionne l'outil, je laisse la main à Vincent et Mathieu dans un premier temps pour qu'ils puissent se présenter en quelques mots. Bonjour Martin, bonjour à tous. On est super content d'être en ligne avec vous. Euh, pour commencer, donc moi c'est Mathieu Bourgeot, j'ai créé Tipto en 2015 après avoir été diplômé de l'EM Lyon où j'ai rencontré Vincent et avoir fait un rapide passage d'1 an et demi en venture capital, donc dans l'investissement de jeunes sociétés en croissance. Et ma partie, mon scope dans Tipto, c'est plutôt le design produit, l'industrialisation, la supply chain et le B2B. Bonjour à tous, bonjour Martin. Donc comme Mathieu l'a dit, j'ai rejoint l'aventure en 2016. Où je me suis associé à Mathieu. On se connaissait de l'EM Lyon depuis déjà quelques années lorsqu'on a décidé de commencer à travailler ensemble. Avant de rejoindre Tipto, j'ai fait mon début de carrière dans des banques d'investissement à New York et à Paris essentiellement, et un petit passage chez Rocket Internet sur le marketing online. Euh, et c'est un plaisir aujourd'hui de se connecter avec vous. Et un petit mot sur lita.co. On n'a pas choisi par hasard de travailler avec Lita pour cette levée de fonds parce qu'il était important pour nous de faire cette levée de fonds d'une part en crowdfunding parce qu'on veut fédérer autour de nous une communauté d'investisseurs et d'ambassadeurs. Et Lita.co étant spécialisé dans des marques à impact positif, c'était assez naturel d'organiser cette levée avec eux. Merci Mathieu, Vincent, pour cette entrée en matière. Avant de rentrer dans le fond de la présentation, je vais nous rappeler à tous le programme de cette heure de live meeting. On va commencer du coup par la présentation de l'activité de Tipto et des enjeux de cette levée de fonds actuelle qu'on est ravi de pouvoir faire aux côtés de Tipto avec le financement participatif et vos contributions directes. Euh, Rapidement du coup sur l'organisation du chat. Alors dans la foulée, vous l'avez compris, hein, dans la foulée de la présentation, le temps, et d'ailleurs c'est le temps prioritaire qui est dédié durant ce live, c'est le temps des questions et donc l'interaction en questions-réponses avec vous. Vous avez pu voir peut-être en bas à droite de votre écran que vous aviez deux onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, l'onglet chat, il est vraiment dédié aux réactions informelles. Alors, en l'occurrence, en ce début de live, c'est peut-être intéressant que vous puissiez nous dire d'où vous nous entendez, d'où vous nous voyez. On sait que pour Tipto comme pour Lita, on a une communauté assez bien répartie sur le plan national, voire même européen, puisqu'on est sur une campagne franco-belge. On a également des investisseurs belges qui vont pouvoir investir dans Tipto via notre plateforme belge. Voilà, peut-être nous dire d'où vous venez, un petit mot d'entrée en matière. Et puis, à la suite du coup de la présentation, vous pourrez poser vos questions. Et c'est là où l'onglet questions rentre dans la danse. C'est l'onglet qui est vraiment dédié à la formalisation de vos questions. Donc à l'écrit, vous pouvez les poser durant la présentation ou à l'issue de celle-ci. Et nous, on s'efforcera de les traiter. Moi, je les lirai du coup à Vincent et Mathieu. Et ils pourront y répondre en direct. Petite précision, pour celles et ceux qui souhaiteraient la poser en direct à l'oral, c'est possible. Je peux vous inviter à monter sur scène, alors de manière évidemment digitale et non physique, mais vous pourrez poser votre question en direct avec votre caméra webcam si vous le souhaitez. Voilà, je pourrais vous proposer de manière un peu proactive de le faire. Évidemment, ne vous sentez pas obligé de le faire, mais ça peut être sympathique de pouvoir interagir pour le coup à l'oral avec Mathieu et Vincent. Voilà pour le résumé sur l'outil. Je pense n'avoir rien oublié. Et donc, je vais pouvoir vous laisser la main pour la présentation, Vincent et Mathieu. À vous de jouer. Donc, super, merci Martin. Bonjour aux nouveaux arrivants qui viennent de se connecter. Euh, Moi, je suis connecté depuis 1000 ans où le soleil brille et où je viens d'arriver hier avec l'équipe pour la Design Week, qui est le rendez-vous mondial, enfin la mecque mondiale pour le design de meubles. On expose toute cette semaine sur le salon. Donc, je suis content de pouvoir me joindre à vous malgré ce déplacement. Je vais commencer avec l'histoire de Tipto.
Tipto, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est une marque de design premium qui a pour ambition de proposer des produits qui soient plus durables et de grande qualité, 100% produits en Europe. Nos deux objectifs dans la création de Tipto avec Vincent, c'est vraiment de marquer le design français et européen avec nos objets pour longtemps et de créer une marque qui soit pionnière en termes de responsabilité environnementale dans l'industrie du meuble. C'est ce qu'on s'efforce avec notre équipe au quotidien de créer. Cette histoire de Tipto, elle puise ses racines dans une histoire familiale qui est la mienne, puisque moi j'ai grandi en Haute-Savoie, donc dans les Alpes, où il y a un savoir-faire industriel qui est assez ancien, qui date historiquement de l'horlogerie suisse, de l'émergence de l'horlogerie en Suisse voisine, et qui consiste en un savoir-faire d'usinage mécanique, donc d'usinage de pièces en métal, qui au départ était faite pour l'horlogerie, puis ensuite tous ces paysans, ces agriculteurs qui ont commencé à développer ce savoir-faire mécanique et qui ont formé ensuite des sociétés familiales qui sont transmises de génération en génération. Ils sont diversifiés dans d'autres secteurs, dans l'automobile, dans le médical, dans le meuble. Et en fait, moi, j'ai une histoire familiale très ancrée dans ce terroir-là, avec des histoires similaires côté maternel et paternel, où mes deux grands-pères et grands-mères de chaque côté ont créé des ateliers d'usinage du métal dans cette région et qu'ils ont transmis à leurs enfants et puis maintenant à leurs petits-enfants. Et côté paternel, c'est mon grand frère qui a repris après que mon père et son frère aient repris à leur tour. Et donc, c'est la troisième génération. L'entreprise a maintenant bientôt 80 ans et c'est un de nos fournisseurs principaux dans Tipto. Cette histoire familiale, elle a eu un rôle crucial. C'est comme ça que j'ai commencé à développer le premier produit fait en acier. Je me suis beaucoup appuyé sur le savoir-faire et les compétences de l'usine familiale. Donc, assez naturellement, après, c'est devenu un de nos fournisseurs, un des fournisseurs des pièces métalliques de la marque, qui aujourd'hui produit près de 200 000 pièces par an. Qui vont dans tous nos produits. Là, sur la photo, vous pouvez voir mon père, justement, avec mon frère et moi à l'atelier. Donc, comme je le racontais, c'est mon grand-père Henri, qui est magnifique sur sa belle auto dans les années 50, avec sa cravate, son costume, qui a créé l'atelier avec Nelly, ma grand-mère. Et donc, comme c'était souvent le cas à l'époque, on habitait au-dessus quand j'étais enfant, enfin jeune même, jusqu'à 18 ans, on habitait au-dessus de l'atelier familial. Donc, j'ai vraiment été baigné dans cette culture familiale industrielle. Et aujourd'hui, c'est donc une société qui continue à se développer, qui se porte bien, avec qui on travaille main dans la main. Tipto a commencé avec un succès produit que vous connaissez probablement pour certains d'entre vous, qui est ce système de piétement de table qui permet de créer un meuble très simplement en utilisant un plateau, simplement en vissant les pieds sur la table, sur le plateau. De ce succès produit est né ensuite un succès de gamme, puisqu'on a décliné ce produit dans différentes variations, des bureaux, des tables murales, des tables basses, des bancs, des étagères. Et donc, on a créé toute une gamme qui a permis de prolonger le succès du premier concept produit. Et puis, ensuite est née l'ambition de créer et la volonté de passer d'un succès produit à un succès de marque. Donc, on a créé toute une différente gamme de produits complémentaires en conservant l'ADN originel de ce système de piétement de table. Et désormais, on a, je pense, franchi de belles étapes dans la diversification du mix produit, puisque les pieds de table aujourd'hui, c'est plus qu'une minorité, moins de 30%, enfin à peu près un tiers de nos ventes. Donc, on a vraiment prouvé, je pense, que notre capacité à développer d'autres gammes de produits iconiques et qui fonctionnent commercialement. On a créé des gammes d'assises, donc de tabourets, de chaises, de différentes hauteurs, dans différents matériaux, en bois, en plastique recyclé, en textile recyclé également. Et puis également d'autres gammes de tables, une gamme qui s'appelle New Modern, une gamme de canapés, une collection enfant, une lampe, et on continue avec une roadmap produit assez musclée à déployer cet ADN produit et à développer notre catalogue.
Vous voyez ici une image du canapé Easy qu'on a sorti l'année dernière et d'une table New Modern, qui est un second système de table qu'on a développé, qui aujourd'hui a dépassé le système de table, la gamme de tables historique. Donc, on est vraiment fiers de ces développements produits. Pour rentrer justement dans un peu le cœur du sujet produit, je vais un peu vous expliquer comment on fonctionne chez Tipto. On a fait un choix assez fort qui est d'avoir un studio de design en interne, là où le modèle dans le secteur, le modèle classique, c'est plutôt la maison d'édition où en fait ce sont des designers ou des studios de design externes qui développent tous les produits d'une marque et elle les produit et les commercialise. Nous, on a fait le choix d'avoir des designers industriels en interne. C'est un choix assez fort à plusieurs égards. Tout d'abord, en fait, ça permet avec Vincent, on s'est toujours dit que pour avoir une marque forte, il fallait des produits forts. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une cohérence et une identité de produit qui est remarquable et qui est très forte. Ensuite, ça permet de diffuser une culture industrielle, une passion du produit dans l'équipe, avec une très bonne connaissance technique des produits au sein de notre équipe. Ça permet, c'est une équipe cette équipe de développement produit, elle est aussi, donc elle est composée de designers et d'ingénieurs mécaniques, il ne faut pas les oublier. Et c'est aussi une équipe qui est l'interface lorsqu'on fait des collaborations avec des designers externes prestigieux. C'est pas parce qu'on dessine des produits en interne que ça nous empêche de faire des collaborations avec des designers externes. Et puis, dernier point, c'est vraiment un atout très important de la marque, puisqu'il permet d'avoir une force créative qui peut se déployer sur différents sujets quand on ouvre une nouvelle boutique, quand on fait un salon, dans la direction artistique, dans les scénographies, à différentes occasions. Donc, on a 5-6 pôles dans la boîte que je salue et que je remercie au passage, qui font tous un super travail. Et cette équipe produit, c'est vrai que c'est un peu la première étape dans le développement de la marque. On a théorisé 5 principes de notre design pour avoir un fil rouge très fort et cohérent au fur et à mesure de notre développement produit. Rapidement, le premier, c'est de créer des objets simples. Ça veut dire vraiment d'avoir des objets utiles et avec une esthétique intemporelle. Faire beaucoup avec peu, c'est des designs efficaces, économes en ressources et voilà, qui vont être vraiment bien pensés dès la conception. Utiliser les bons matériaux, on y reviendra, mais c'est insérer un maximum de matériaux recyclés qui soient toujours recyclables. Créer pour durer, c'est vraiment penser la durabilité à la fois en termes esthétiques et fonctionnels. Et puis, penser la déconstruction, c'est la réparabilité, la recyclabilité. Justement, sur la durabilité, on a une approche globale de bout en bout, à la fois de la vie du produit, mais aussi à l'échelle de l'entreprise. Tout d'abord, c'est la conception produit, donc un produit durable. C'est vrai qu'on est souvent abreuvé de ces termes depuis quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un produit dont on ne se lasse pas avant tout. Donc, c'est une esthétique qui va être intemporelle, qui ne va pas être rattachée à des modes. Mais ça veut aussi dire un produit qui est très bien conçu, qui va avoir une durée de vie longue. Ça veut dire un produit qui est facile à réparer et facile à recycler une fois le temps venu. Ensuite, le deuxième point, c'est les matériaux et la fabrication. Ici, comme je le disais, on fait un gros travail de sourcing. On essaye de mettre beaucoup d'énergie et d'être toujours à l'avant-garde de l'utilisation de matériaux nouveaux et renouvelables. Dès qu'il y a un matériau recyclé qui apparaît, on demande des échantillons, on se renseigne, on avance pour essayer de l'utiliser dans les produits. Et on a donc beaucoup de matériaux recyclés dans nos produits. Quand il n'est pas possible d'utiliser des matériaux recyclés, on va utiliser des matériaux qui sont éco-certifiés et dont l'origine est tracée. Et c'est des matériaux qui sont durables par essence. Et puis, on veille à ce que la manière dont on produit nos objets permette toujours de les démanteler, de les recycler, que les matériaux qu'on utilise soient facilement séparables et recyclables. Troisième point, c'est le choix des partenaires. Donc ici, il y a une composante sociale aussi qui s'intègre dans le projet d'entreprise, puisque
non seulement on essaye d'être toujours les premiers de la classe sur le sujet environnemental, mais on essaye aussi d'avoir un projet vertueux avec des différentes parties prenantes qui ont un impact social positif dans notre chaîne logistique. Et donc c'est par exemple un ESAT ou l'entreprise Ares qui réinsère des gens avec qui sont dans des situations difficiles. Et eux, c'est ceux qui font l'assemblage de nos produits et la mise en pack. Et puis, on soutient une super association qui s'appelle Toi à moi, qui reloge les sans-abri. Dernier élément de cette approche globale de la durabilité, c'est, comme je l'ai déjà un peu dit, un modèle d'entreprise vraiment positif de bout en bout. Et en fait, ça se concrétise avec des labels qu'on a obtenus comme le label B Corp ou le label d'entreprise à mission. Je laisse la parole maintenant à Vincent sur la partie business model et distribution. Merci Mathieu. Bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc après que Mathieu ait présenté la marque, notre ADN produit et notre vision de la durabilité, je vais parler de notre business model. Je pense qu'une des premières choses à retenir sur le modèle de distribution de Tipto, c'est qu'on a créé la marque en 2015 en tant que marque digitale, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, mais très rapidement, on a compris la nécessité d'être une marque omnicanal, c'est-à-dire qui passe par des intermédiaires qui sont soit des architectes d'intérieur et des prescripteurs de mobilier professionnel, soit des revendeurs online et physiques, et plus récemment notre première boutique ouverte à Paris, parce que ces réseaux en fait se renforcent tous. D'une part, il est plus simple d'aller à l'international avec des revendeurs que de le faire en direct, et ensuite, très naturellement, des architectes d'intérieur nous ont sollicité pour utiliser nos produits dans leurs projets, que ce soit des hôtels, des restaurants, des espaces de coworking, des bureaux. Et partant de ce constat, on s'est dit que l'avenir de Tipto serait multicanal. Et on pense que c'est une vraie force du modèle au sens où ça permet de développer la notoriété à la fois en B2B et en B2C. Et de manière générale, il y a de la porosité entre les canaux. C'est-à-dire que des gens nous découvrent sur Internet ou dans des restaurants. Il y a des musées qui nous écrivent pour faire des projets avec eux. Et la boutique, qui est donc un peu le dernier maillon de cette chaîne qu'on a ouvert à Paris en 2022, l'année dernière, c'est un espace qui permet de s'immerger dans l'ADN de marque Tipto, de bien comprendre nos produits et notre histoire, et qui permet aussi à la marque de rayonner sur les autres canaux. Et vous le verrez dans le dossier d'investissement qui sera mis en ligne sous peu avant la collecte. La distribution omnicanal, c'est quelque chose qu'on veut renforcer au fil des années parce que dans le secteur, c'est un modèle éprouvé qui fonctionne et qui permet aux marques d'être rentables et d'être pérennes. Très concrètement, ici, c'est l'exemple de notre première boutique à Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de s'y rendre, mais ça fait une vraie différence pour une marque digitale d'avoir un espace physique parce que ça permet de se rendre compte de la qualité des produits, du soin apporté à la conception et de se rendre réellement compte en fait de tous les efforts qui sont faits par la marque au niveau des détails de chaque produit et chaque finition. Pour ce qui est des perspectives de développement au fil des années, je dirais qu'avec Tipto, jusqu'à présent, on a fait le plus dur. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a créé une marque qui rayonne et qui a une notoriété qui est déjà assez intéressante. Par exemple, au fil des années, il y a des gens comme le Centre Pompidou à Paris ou le Guggenheim à New York qui nous écrivent spontanément pour équiper leurs espaces. Il y a Hermès qui nous écrit pour organiser un événement avec eux ou faire la scénographie de leur boutique. Donc, on sent que la notoriété s'est déjà établie, ce qui fait que les étapes de développement à venir semblent un peu plus mécaniques dorénavant et elles passent par 4 aspects. Le premier, c'est bien entendu le développement de l'offre produit. C'est créer des nouveaux produits durables intemporels, décliner nos produits existants pour couvrir plus de besoins. Le second axe de développement, c'est renforcer notre distribution en France et en Europe, donc à travers les 4 canaux que j'ai cités précédemment. Sachant que nos pays prioritaires en Europe sont la France, l'Allemagne et la Belgique, qui actuellement sont nos 3 premiers marchés. Le troisième point, c'est renforcer le retail physique.
La première boutique qu'on a ouverte à Paris est un franc succès. Elle a été dès le début. Elle fonctionne de mieux en mieux. Les clients, les visiteurs sont très positifs sur la boutique. Elle est rentable dès sa première année d'ouverture. Donc ici, on projette dès 2024 d'ouvrir 2 autres boutiques à Paris dans un premier temps parce qu'on sent qu'il y a de la place pour en ouvrir 2 autres. Et le troisième point, donc qui commence à émerger en 2023, c'est de mettre en place une distribution en Amérique du Nord, mais une distribution assez légère en actif au sens où on travaille avec un de nos partenaires historiques distributeurs au Canada, chez qui on met en place un stock. C'est-à-dire que c'est un test du marché avec une mise en place du stock sur place sans avoir à faire d'investissement délirant pour se lancer aux États-Unis, donc ce qui peut payer assez rapidement, à savoir que sur l'horizon du BP, c'est-à-dire que pour passer de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 à 14 millions en 2025 tout en étant rentable, il y a environ 70% de la croissance qui vient de nos canaux existants et 30% des 2 nouvelles boutiques et de la distribution en Amérique du Nord. Donc on ne mise pas tout sur les nouveaux canaux, il y a vraiment cette idée que mécaniquement on va faire croître nos canaux existants grâce à plus de produits, une notoriété plus forte et des efforts commerciaux. Ici, sur ce slide, c'est un petit exemple de notre roadmap produit juste en 2023. Elle est assez musclée pour les années qui viennent et on y travaille dur avec notre équipe en interne. On cherche généralement à lancer 2 à 5 systèmes de produits par an, qui ont tous vocation à être intemporels, à se décliner au fil des années, plus de collaboration. C'est-à-dire que pour ceux qui ont découvert Tipto tout au début, on avait ce premier système pour la maison qui est un pied de table. Dans les années à venir, vous allez voir se renforcer ce côté de marque premium avec des designs iconiques et toujours la même exigence en termes de qualité et de durabilité. Et on espère que ce que vous voyez à l'écran vous enthousiasme pas mal parce que nous, on sent que chaque année est de plus en plus décisive où on renforce notre savoir-faire et notre expertise sur le lancement de nouveaux designs. Et enfin, rapidement pour conclure, je l'évoquais un peu en début de présentation, on a choisi très volontairement de travailler avec Theta.co au sens où, au-delà de l'argent levé, pour financer notre développement, on cherche à fédérer autour de Tipto une communauté d'ambassadeurs et d'investisseurs. Et en fait, en rejoignant cette communauté, vous avez un rôle pour contribuer au développement de la marque. Alors, d'une part, en tant qu'investisseur, on vous remercie, vous bénéficiez de 15% sur vos achats d'aménagement en boutique et.fr, mais surtout, vous êtes une force prescriptrice, à la fois en B2C et en B2B, c'est-à-dire que si demain, vous avez des amis ou des contacts qui développent un espace de travail, un hôtel, un restaurant, mettez-nous en contact et ça permet, c'est tout autant d'efforts qui permettent à la marque de se développer. Et enfin, vous êtes des partenaires privilégiés pour lorsqu'on développe des nouveaux produits parce qu'on a pour habitude de solliciter nos clients, de solliciter nos investisseurs et de solliciter la communauté au sens plus large, de manière en fait faire des produits les plus justes possibles. Et ça se fait en fait en prenant du feedback et des retours assez tôt dans le développement de la marque. Donc voilà, je crois qu'on a fini la présentation. On va passer aux questions. Merci. Un grand merci Mathieu et Vincent pour cette présentation assez exhaustive et puis surtout qui est parfaitement dans le timing qu'on s'était donné, donc félicitations. J'en profite juste avant de passer aux questions pour vous donner un peu un point de vue actuel de l'état de la campagne. On est à un point un peu pivot assez important de cette campagne puisqu'on arrive à la fin de la période de pré-collecte qui aura permis à certains d'entre vous de déposer une intention d'investissement ou d'émettre un intérêt justement pour pouvoir recevoir les informations d'invitation à ce live par exemple ou du lancement très prochain en collecte. Et nous arrivons du coup à ce fameux lancement en collecte qui est imminent, qui aura lieu dans l'après-midi ou en tout cas très très prochainement en Allemagne, en France en tout cas, en Belgique également. La campagne va pouvoir se lancer. Voilà, petit point d'étape, on est à 1,5 million d'euros collectés en intention d'investissement. Donc, ce sont des intentions qui ne sont pas engageantes, qui n'ont aucune garantie, mais qui vous permettent, vous, de vous positionner. Et puis, nous, évidemment, de prévoir un peu la dynamique. Et cette dynamique, elle est très enthousiasmante, je pense, pour chacun d'entre nous. Donc, 1,5 million d'euros en intention d'investissement.
avant le passage en collecte. Et puis voilà, petit temps aussi pour vous rappeler quelles sont les conditions liées à cet investissement. On ne l'a pas précisé au début de ce live, on est donc sur une émission d'obligations sèches, pardon. Sur l'ITA, vous le savez peut-être, on propose des produits de capital et des produits de dette à nos investisseurs. En l'occurrence, pour Tipto, on est sur une émission de produits de dette avec cette émission d'obligations. On est sur un échéancier de 4 ans, avec un remboursement constant, avec différé de 2 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? C'est assez simple et vous aurez évidemment tout le détail de ces conditions d'investissement. Vous l'avez déjà dans la fiche projet, dans l'onglet opération, et vous l'aurez également dans le dossier d'investissement qui sera très prochainement en ligne. Donc, c'est 4 ans pour vous rembourser. Vous investissez aujourd'hui le capital que vous souhaitez et vous êtes remboursé sous 4 ans à partir de la 3e année. Donc, c'est-à-dire qu'en 3e année et en 4e année, vous recevez 50% et 50% du montant que vous avez investi en remboursement de votre capital. Et la plus-value de cet investissement, c'est le versement d'intérêt qui, lui, se fait annuellement. On est à 8% de votre montant investi en intérêt versé annuellement, du coup, dès la première année. Et vous avez au-delà de ça une prime d'impact qui est versée en cas de non-respect de certains engagements écologiques qu'a pris au préalable Tipto. Voilà, on y reviendra évidemment dans le détail si vous le souhaitez. Ça me permet également, pour finir, et puis on vient tout de suite aux questions qui sont déjà nombreuses, avec les différents documents que vous aurez à disposition au moment du passage en collecte. Aujourd'hui, vous avez le pitch deck déjà à disposition, un peu plus élargi que ce que vous avez là sur la présentation de Vincent et Mathieu, qui est dans l'onglet opération en libre téléchargement. Et puis au moment du passage en collecte, du coup très prochainement, vous aurez 3 documents clés que sont le dossier d'investissement, qui est un dossier synthétique d'une 40aine de pages qui reprend justement l'analyse de l'ITA.co et les enjeux principaux de cette levée de fonds, ainsi que la présentation de l'activité de Tipto. Vous avez le document d'information réglementaire synthétique, un nom compliqué qu'on résume en DIRS, qui est un peu finalement qui désigne la carte d'identité de cette levée de fonds. Donc c'est beaucoup moins mis en forme, beaucoup plus brut. Ça vous permet également d'avoir certaines informations plus juridiques et administratives de cet investissement. Et puis troisième document clé, c'est le contrat d'émission obligataire qui va vous lier à Tipto si vous investissez et dans lequel vous aurez justement un petit récapitulatif des différents engagements que prend Tipto et qui sont liés à ce versement potentiel de prime d'impact en cas de non-respect de ces engagements. Voilà pour ce petit récapitulatif des conditions d'investissement. Évidemment, n'hésitez pas à rebondir en nous posant des questions directement sur l'onglet questions durant le live ou a posteriori, si elles viennent un peu plus tard, dans l'onglet questions-réponses prévu à cet effet sur la page de Tipto. Et on va pouvoir en venir aux questions, si vous êtes prêts, Mathieu et Vincent. On est prêt. Alors, Avec plaisir. on va commencer avec une question de Karine. Pourriez-vous donner quelques détails sur le processus de production en Europe? Oui, alors aujourd'hui, à peu près 30%, suivant les années, ça peut varier à quelques pourcents, mais en gros, l'ordre de grandeur, c'est un tiers de notre production qui est faite en France et le reste dans d'autres pays de l'Union européenne. Concrètement, aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de partenaires industriels. Certains font du moulage de bois, d'autres de la découpe de panneaux bois pour faire des plateaux de table. D'autres encore vont emboutir des pièces en acier ou faire de la tôlerie, donc plier des feuilles d'acier et des tubes en acier. Donc chacun a sa particularité, d'autres injectent du plastique recyclé. Donc il y a vraiment des savoir-faire. On bosse avec des fournisseurs qui ont chacun leur savoir-faire et on choisit ses partenaires en fonction de différents critères, à savoir avant tout avoir un savoir-faire qui soit solide et d'excellence et des références dans le secteur. Ensuite, on aime bien que ce soit des sociétés familiales avec justement une assise solide et une vision long terme. Il y a l'aspect économique, bien sûr, qui rentre en compte, parce qu'on a on investit donc dans le fait de faire des produits durables en Europe, etc. Ça nous coûte plus cher que si on faisait des produits plus classiquement. Néanmoins, on essaye d'avoir un prix juste et donc on se fixe un objectif de coût de revient. Donc, on va aussi choisir les fournisseurs qui sont les mieux placés tout en respectant ces critères. Et puis ensuite, une fois que ces fournisseurs, on est entré en contact avec eux, on a fait souvent 1, 2, 3, 4 prototypes pour arriver à la pièce parfaite. Et ensuite, on passe en production en série. Et puis, eux, ils vont livrer les éléments. Chaque fournisseur va livrer sur une plateforme d'assemblage qui est en Normandie, dans l'ESAT que j'évoquais tout à l'heure.
où là, il y a des personnes en insertion qui ont des handicaps qui vont travailler avec nous pour assembler les produits, les mettre en pack. Et ensuite, tous les produits sont livrés en région parisienne et mis en stock, prêts à être expédiés à nos clients particuliers comme professionnels. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ah, t'es en mute, t'entends Martin. plus, Martin. Ouais. Pardon, désolé. Oui, je pense que ça a été, c'était assez complet, mais en tout cas, Karine, si vous souhaitez rebondir dessus, n'hésitez pas. Merci Mathieu pour cette réponse. Je passe à une Avec question plaisir. d'Emilien, qui a l'air de connaître un peu le marché justement. Bonjour, on voit que vos futures sorties de produits vont sur le marché de Fermob notamment. Comment voyez-vous cette concurrence et qu'est-ce qui vous démarque? Merci pour cette question. Tu compléteras Vincent si tu veux. Ce que je souhaite dire d'abord, c'est que Fermob, pour nous, ça fait partie des belles références du secteur, une belle histoire française industrielle qui est familiale, comme nous, donc on a pas mal de valeurs communes et qui réussit, qui a un vrai succès de marque, historiquement toujours dans l'outdoor. Nous, c'est des gens qu'on connaît bien, avec qui on échange souvent, et on les voit un peu plutôt comme un grand frère dans le secteur, dans le sens où on s'appelle régulièrement, on se donne des conseils, enfin, ils nous donnent des conseils sur la distribution, aussi sur des choix industriels parfois. On a déjà visité leur usine, etc. Et on se voit régulièrement. Donc, on avait failli faire un projet avec eux, justement. Les timings n'ayant pas concordé, on l'a fait de notre côté. Mais ouais, ils ont été au courant bien en amont avant qu'on commence à communiquer sur cette collection outdoor. Donc, c'est vraiment des partenaires du secteur qu'on admire beaucoup, on va dire. Sachant que la famille Rébier, donc les dirigeants de Fermob, sont eux-mêmes actionnaires à titre personnel de Tipto. C'est-à-dire dès notre première levée de fonds en 2017, donc Bernard Rébier et son fils Baptiste, qui ont senti que dans Tipto, il y avait quelque chose d'assez porteur, ont choisi d'investir tout au début dans l'histoire. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi proche d'eux. Tu es à nouveau en mute, Martin. Comme quoi, on ne se refait pas. Ouais. Non, merci pour ces éléments, Vincent et Mathieu. J'espère que ça aurait pu répondre à la question d'Emilien sur cet axe concurrence aussi et différenciation. On passe à alors il y a une petite salve de questions de monsieur François. Je commence avec la première question de François qui nous demande quand sortira la prochaine collection. Alors, tac. La collection outdoor va-t-elle sortir en mai et est-elle en métal? Je crois que c'est ça la question. Elle n'est plus affichée. Mais... Et la réponse est oui aux deux sous-questions. Elle sortira en mai et elle est en acier avec un traitement cataphoresque, ce qui se fait de mieux en termes de traitement pour l'outdoor sur l'acier et qui est utilisé. C'est un procédé qui est notamment utilisé pour les carrosseries automobiles, donc c'est très exigeant. Et donc c'est un choix très rassurant qu'on a fait sur cette collection en acier, en effet. En fait, on nous demande depuis le lancement de la marque pratiquement si le modèle de pied de table en serre-joint, donc avec la vis, va à l'extérieur. Tous les jours depuis 7 ans, on nous le demande. Il fallait qu'on le propose à nos clients. Et donc, on a fait une belle gamme en déclinant également notre chaise SSD pour l'extérieur qui est en plastique recyclé en acier. Et donc qui va se décliner dans 4 coloris avec deux tailles deux dimensions de table et donc une chaise qui va avec et 4 choix de couleurs. Très clair. Voilà pour la première question de François. Petit interstice dans cette série de questions de François avec une question de Manuel. Il est indiqué que le retail fait 6% du chiffre d'affaires, soit 360 000 euros. Cela paraît assez peu pour la boutique parisienne. Pouvez-vous préciser le seuil de rentabilité d'une telle boutique et les objectifs de chiffre d'affaires? C'est une bonne question, en revenir effet. sur votre slide. Ouais. Alors, je peux revenir sur le slide. C'est vrai que alors, comment je fais? Ah oui. J'ai la petite diapo. En fait, pour répondre à votre question, la boutique n'a été ouverte qu'en juin de l'année dernière. Donc, les 360 000 euros, c'est sur une année. C'est 390 000 euros d'ailleurs de mémoire. C'est sur une année incomplète, donc c'est que sur les 6 premiers mois d'ouverture.
le seuil de rentabilité, il est à environ 600 000 euros, 650 000 euros sur la boutique, sachant qu'on devrait faire 1 million d'euros en 2023 sur la boutique, en année complète. Donc voilà, le fait qu'on n'ait que 390 000 euros de CA l'année dernière, c'est plutôt parce que c'est une année partielle. Voilà, ça vous donne un élément de réponse en effet sur cette année, cette demi-année finalement, sur laquelle il y a déjà une belle performance quand même pour cette boutique parisienne. Voilà, Manuel, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez rebondir, mais je pense que c'est assez clair. Alors, on a une nouvelle question de François. Tiens, je vais vous la lire. L'ouverture de 2 boutiques n'est-elle pas risquée quand on la compare à l'objectif de rentabilité en 2024 global, quand on sait que c'est très consommateur de cash et d'investissement, même si l'amortissement est possible la première année et souvent non rentable? C'est une bonne question de François. Ce dont on s'est rendu compte assez rapidement avec notre première boutique, c'est d'une part qu'elle a eu un succès assez immédiat, à la fois en termes de perception client, c'est-à-dire que c'est d'une part un actif marketing, mais aussi en termes de rentabilité, où très rapidement on a dépassé le seuil mensuel nécessaire pour être rentable. Euh, Ensuite, pour ce qui est de la consommation de cash et des investissements nécessaires pour une boutique, c'est vrai qu'ils sont importants au début. Ensuite, il est possible d'ouvrir des boutiques de manière tout à fait maîtrisée et mesurée. Et au final, quand on regarde le marché consumer de manière générale, aujourd'hui, 80 ou 85% du commerce a encore lieu dans les rues et dans les espaces physiques. Donc, on pense que les boutiques, c'est plutôt une manière de renforcer la rentabilité que de prendre un risque sur celle-ci. Et puis, si je peux ajouter un élément, c'est vrai que la tendance dans l'immobilier retail va plutôt au loyer pur qu'au droit au bail. Donc, nous, c'est ce qu'on privilégie. Et donc, ça permet justement de limiter la consommation de cash parce qu'il n'y a pas un gros billet à sortir sur le droit au bail au départ. C'est vrai. Très clair. J'étais en train de voir que Fabien tentait de nous poser une question sur l'onglet questions, mais il doit y avoir un souci de copier-coller. Fabien, je vous lis la question. Donc, Mathieu et Vincent, elle est sur l'onglet chat si vous souhaitez l'avoir à l'écrit. Okay. Alors, il y a plusieurs questions. La première, depuis 6 ans, Tipto a un EBITDA négatif. Qu'est-ce qui a couvert jusque-là les pertes? Peut-être un petit point sur votre parcours de financement jusqu'ici. Ouais, alors c'est une bonne question, Fabien, merci de la poser. C'est vrai que jusqu'à présent, en fait, on a constitué une équipe et fait des investissements en développement en produits de manière à, en fait, rapidement avoir la notoriété, le rayonnement qui fera Tipto une marque qui, dans 10, 15, 20 ans, sera une marque de référence sur le secteur. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, le rayonnement de la marque est plus important que la taille de notre chiffre d'affaires, si je peux me permettre l'expression. Le financement a été fait de plusieurs manières jusqu'à présent. D'une part, on a fait une levée de fonds de 700 000 euros environ avec des business angels en 2017, puis on a fait rentrer au capital 2 fonds d'investissement en 2019 qui sont Utopia et le fonds Industrie Créative de BPI France qui a vocation à investir dans des entreprises créatives et du patrimoine vivant. Et en plus, on a levé un peu de dette, ce qui fait que le cumul du financement en fonds propres et en dette est ce qui nous a permis de financer notre développement jusqu'à présent. Ensuite, la deuxième question, c'est la question du remboursement. Oui, je peux la lire si tu veux, Vincent, comme ça on a tous en commun. Pour l'avenir, nous supposons un passage au profit, mais il y aura 1,5 million d'euros en effet à rembourser en 2 ans. Si vous progressez en CA, mais ne montez qu'à 8 ou 10 millions de CA, quel serait votre profil de CA, mais surtout profit, donc possibilité de remboursement? Je te laisse y répondre. C'est vrai que dans notre BP, on projette de passer à 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 à 18 millions en 2026. L'idée, c'est qu'on va mettre les ressources en face de la rapidité de la croissance de la boîte. Si toutefois on était amené à croître moins rapidement, on adapterait le niveau de ressources pour maintenir la rentabilité. Il faut savoir aussi qu'on prévoit d'ici 2024 une levée de fonds en fonds propres en parallèle de l'imitation obligataire, donc ce qui va renforcer aussi notre trésorerie, sachant qu'on discute d'ores et déjà avec des acteurs industriels du secteur qui, en plus d'investir de l'argent en fonds propres, permettront de matérialiser des synergies. Ce qui fait que demain, la trésorerie sera renforcée, mais ces acteurs-là permettront d'aller plus vite
et de renforcer à la fois le développement du chiffre d'affaires et la rentabilité. Très clair. Fabien, vous nous dites si c'est clair pour vous. Merci. Merci à vous, Fabien, Fabien. pour Merci, ces Fabien. questions. D'autant plus que ça nous a permis du coup justement d'avoir un petit passif et également une projective sur votre parcours de financement et la manière dont vous souhaitez structurer votre chiffre d'affaires. Donc c'était bien, je pense, de pouvoir faire un petit éclaircissement là-dessus. Et ça passe aussi évidemment par ce modèle omnicanal dont tu parlais juste avant, Vincent. Ça me permet de faire la transition rapidement avec les 4 grandes raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes chez ITA au moment de l'étude du dossier de Tipto et qui nous a poussé du coup à concrétiser cette levée de fonds aux côtés de Mathieu et Vincent. Je vous les cite, vous les retrouvez évidemment dans l'onglet Opération également de la page de Tipto sur l'ITA. La première raison pour investir, c'est la marque, l'image de marque à forte notoriété, initiée par une distribution directe au consumer et qui a été pérennisée auprès de cette cible B2B. Ça vient du coup avec la seconde raison pour investir, qui est la distribution omnicanal, justement dont on parle et qui est vraiment un point fort de Tipto aujourd'hui dans cet environnement concurrentiel, mais également au global pour l'impact que peut avoir Tipto sur la société. Donc cette distribution omnicanal et un modèle opérationnel qui sont sécurisés aussi par la sélection de fabricants capables d'accompagner la croissance de l'entreprise sur le long terme. Troisième raison pour investir, une logique d'impact qui est cohérente avec leur modèle et puis qui est inhérente aussi au produit depuis sa conception, comme en parlait Mathieu au départ, voilà, au sourcing des matières premières responsables et européennes, jusqu'à l'assemblage des produits finis en collaboration avec les ZAD dont on parlait et ARES. Voilà pour la troisième raison pour investir, qui est une raison d'impact. Et puis quatrième et dernière raison pour investir, qui est plus justement liée au modèle économique, c'est le chiffre d'affaires qui a été multiplié par plus de 3 depuis 2018, grâce à l'élargissement de l'offre produit notamment, et cette perspective de très court terme de rentabilité pour 2024, sur laquelle se structure le business plan de Tipto. Donc voilà, une PME qui est structurée, qui est cohérente tant par rapport au modèle d'impact qui est présenté que par rapport je dirais, à la structure de financement et à la structure aussi de rentabilité qui est un horizon de très court terme. Voilà, Vincent et Mathieu, je ne sais pas si vous souhaitez compléter, mais c'était les raisons qui ont été énoncées par nos analystes et qui complètent, je trouve, assez bien les dernières réponses qu'on a pu apporter. Merci Martin. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez repris votre souffle pour qu'on finisse sur les dernières questions Ouais, pas avant de problème. avant d'aller tous plaisir. déjeuner, on va pouvoir focus du coup sur la troisième et dernière question de François. Enfin, dernière, on ne sait pas, peut-être que d'autres arriveront en cours de route, qui nous demande si on peut investir via une holding. Alors, en l'occurrence, je peux traiter cette question. Sur l'ITA, François, vous pouvez en effet investir soit en tant que personne physique, donc depuis votre compte courant en direct. Ça se fait de manière pour le coup, très, très simple, hein. C'est je dirais l'apanage du crowdfunding, qu'en quelques clics, vous pouvez avoir accès aux informations stratégiques et à l'investissement depuis votre carte bancaire ou via virement donc en compte courant. Mais vous pouvez également investir en tant que personne morale, donc via votre holding, via votre entreprise. Auquel cas, il suffit simplement de s'inscrire du coup en tant que personne morale en renseignant votre cabis, les statuts de la société et les bénéficiaires effectifs de cette société. Suite à quoi, au moment où votre profil est complété, vous pouvez en effet investir depuis votre compte bancaire d'entreprise. Voilà. Pour cette dernière question, François. Juste, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais je vois Oui, que on nous demandait la date exacte de sortie de la collection Outdoor, ce sera le 4 mai. tu fais bien de le préciser, en effet, parce qu'on en a parlé Voilà. au départ sans donner la date. Donc tout début mai, dans quelques semaines. Alors, on va pouvoir enchaîner avec une question d'Estelle. Bonjour et merci pour cette présentation. N'est-ce pas contradictoire pour une entreprise voulant limiter l'impact carbone de la fabrication de meubles, liés notamment aux importations, de vouloir internationaliser son réseau de distribution? Bonjour. Bonjour. Merci, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que sur le sujet, la majorité de nos marchés prioritaires sont des marchés européens, qui est la zone dans laquelle sont fabriqués tous nos produits. Donc, finalement, aujourd'hui, nos échanges euh, de flux sont déjà en Europe. Donc, en fait, finalement, sur la question du transport, vu qu'on ne produit rien en Asie, il y a moins cette question de l'importation, de l'exportation, puisqu'on est déjà dans une zone régionale. Euh, pour ce qui est de la distribution aux États-Unis qu'on a évoqué, la question se pose naturellement. C'est vrai que c'est une très bonne question. Dans l'idéal, c'est vrai qu'un Tipto, dans 10 ans, devrait produire ces produits, les faire fabriquer dans les zones où elle vend et surtout dans les
régions éloignées comme l'Amérique du Nord. Dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Toutefois, si demain, Tipto était amené à vendre plus, à être plus gros en Amérique du Nord, la question se poserait en effet. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu contradictoire entre maîtriser son impact carbone et fabriquer d'une certaine manière. Une approche et notre réponse aussi à ça, c'est le fait de faire des produits qui ont la durée de vie la plus longue possible et qui sont réparables, ce qui fait que l'impact carbone de chaque produit est à mettre en relation avec la durée de vie globale des produits qui est très longue. Et c'est vrai qu'on est toujours en tant que fabricant dans cet entre-deux où comment grossir pour être rentable, c'est-à-dire vendre des produits et en même temps limiter son impact carbone. Et pour compléter, c'est vrai que c'est une excellente question. Dans un premier temps, sur le sujet des US, par exemple, de l'Amérique du Nord, comme le disait Vincent tout à l'heure, comme on sent qu'il y a de l'attraction et qu'on a pas mal de commandes qui doivent être des commandes particulières, elles doivent être expédiées par avion. C'est pour ça qu'on a fait le choix assez rapidement là, de déporter un stock sur place. Donc, quand on livre en bulk comme ça, de manière groupée, ça passe par bateau, c'est beaucoup moins polluant comme mode de transport. Et ça nous permet, assez tôt, d'avoir déjà en place une supply chain qui est relativement optimisée en termes d'impact carbone. L'étape d'après, comme l'a dit Vincent, ce sera probablement de produire sur place si la marque se déploie vraiment sur ce continent nord-américain. Très clair. Merci pour vos réponses en transparence. Et justement, ça fait écho à ce que tu disais, Vincent, sur la durée de vie, optimiser des produits, à une question de Serge qui était liée justement à cette question-là de l'impact carbone du transport, mais alors plutôt sur le cycle de vie de ces produits recyclables, potentiellement recyclés. Alors du coup, la question était de savoir, en termes purement logistiques, quel est le cycle de vie d'un produit Tipto qui est recyclé et qui peut être recyclable. Et sur le territoire européen, est-ce que du coup, vous arrivez, en termes peut-être d'optimisation des émissions liées au transport, à faire le moins, je dirais, de transport avec le plus de produits recyclables potentiellement? Ça, je peux répondre à cette question. L'idée, c'est que nous, on pense au cycle de vie d'un produit dès les phases de conception. Et on pense que pour faire un produit vraiment durable, il faut en effet penser la fabrication, le choix des matériaux, le transport, la durée de vie et la fin de vie. Ce qui fait que si on résume le cycle de vie d'un produit Tipto, on utilise aujourd'hui 4 matériaux principaux. Il y en a un peu plus, mais il y a d'une part l'acier, qui est un matériau en fait, qui est recyclable à l'infini, qui est très résistant et qui ne perd aucune propriété mécanique d'un cycle de recyclage à l'autre. On utilise le bois. Donc le bois, soit il est éco-certifié, soit il est recyclé. On utilise du plastique, qui est recyclé à minimum. Je crois que l'année dernière, si on fait la somme de tous nos achats de plastique, 97% du plastique était recyclé. Et enfin, on utilise du textile qui lui-même est recyclé. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit nos matériaux, on les choisit résistants, recyclables, déjà recyclés ou éco-certifiés. On pense en termes de transport à faire de la conception à plat, en flat pack, c'est-à-dire que tous nos produits sont livrés de manière à occuper un minimum d'espace pendant les phases de transport. On fait quasiment pas d'aérien et c'est essentiellement du routier en Europe. Et enfin, pour ce qui est de la fin de vie des produits, on la pense dès le départ. C'est-à-dire qu'on pense la recyclabilité des produits dès maintenant, même si le recyclage a lieu dans 50 ou 70 ans, sachant qu'une étape qui est assez essentielle au milieu, c'est notre capacité à prolonger cette étape de vie. C'est-à-dire que si demain, vous êtes détenteur d'un objet Tipto, disons une chaise ou un tabouret, et que le dossier de cette chaise venait à casser pour une raison X ou Y, il n'est pas question de jeter la chaise, on peut vous remplacer le dossier parce que chacun de nos designs est pensé composant par composant. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va formaliser dès cette année sur notre site. C'est vraiment l'idée de mettre en place de formaliser un service de pièces détachées qu'on fait déjà dans les faits avec notre SAV, mais on pense que c'est important de montrer que en fait, chaque produit Tipto peut être réparé et que sa durée de vie peut être prolongée de 10, 15, 20 ans dès lors qu'il y a un problème potentiel avec l'un d'eux. Et une dernière chose qu'on a lancée il y a déjà il y a quasiment 2 ans, c'est ce qu'on appelle le programme Restore.
En fait, c'est sur une certaine partie de nos produits, on propose à nos clients de reprendre les produits parce qu'on sait les reconditionner et les remettre en état afin de les redistribuer. Dans les faits, c'est assez peu utilisé jusqu'à présent, mais c'est une démonstration industrielle qui prouve qu'on croit tellement dans nos produits qu'on est capable de les récupérer et de les remettre en état assez facilement. Ouais, très clair. Merci Vincent. Et en effet, c'est clair que, enfin, je le rappelle parce que je pense qu'on n'a pas cité ce chiffre. Aujourd'hui, on est à 90% de matières recyclables, recyclées ou éco-certifiées, hein. Tu me dis si j'ai des bêtises, mais je crois que c'est Ouais. ça sur Tipto. Et on a un objectif de très court terme à 95% de matières recyclées, recyclables ou éco-certifiées utilisées dans le produit fini Tipto. Donc ça représente une immense majorité. Et clairement, la remplaçabilité aussi de chaque pièce fait partie de cette dynamique d'impact global de l'offre Tipto. Et Merci puis, pour cette. juste, Ouais, dernier point pour compléter, peut-être, parce que la question, j'ai l'impression, avait l'air assez ciblée sur le transport. C'est vrai que, ouais, comme le disait Vincent, ces produits en système qui s'assemblent et se désassemblent facilement font que dès le transport amont depuis les fournisseurs et ensuite en transport aval jusqu'au client, nos produits sont très compacts. Et donc, dans un camion, on rentre beaucoup plus de produits qu'une marque concurrente. Et donc, ça optimise vraiment l'impact. Et idem, si ça peut arriver quand il y a un SAV, un dossier de chaise qui a été rayé ou une pièce défectueuse, nous, on renvoie qu'une pièce. Là où une marque classique, il faudrait récupérer un meuble entier, en renvoyer un nouveau. Donc, on pense vraiment les produits pour que justement l'impact transport soit optimisé, limité au maximum à toutes les étapes. ouais, en effet, c'est un élément important à joindre à cette réponse. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Alors, du coup, je me disais, parce qu'on était sur ce thème-là, avant de répondre aux toutes dernières questions, si vous avez peut-être 2 minutes pour rappeler un peu quel est le programme Restore, puisque c'est une des spécificités aussi de Tipto d'avoir lancé son programme spécifique. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelques petits mots. Si on peut répondre, tu veux que je réponde, Matt ou... Euh, Sur le programme Restore, tu en as déjà un petit On en a peu un peu parlé. parlé, oui. Ouais. Mais On parlait de l'origine de ce programme, en fait, c'était un constat en B2B plutôt. ouais, en fait, c'est quelque chose qu'on faisait depuis le début de la marque, en fait, ayant conçu des produits qui sont simples, hyper résistants et faciles à assembler, désassembler. Euh, au fil des mois et des années, quand on avait des produits qui avaient été endommagés dans le transport, qui nous étaient retournés, on les mettait de côté, puis on les faisait désassembler, on les renvoyait à des usines françaises pour les décaper, les repeindre, les réassembler. Et on s'est rapidement rendu compte qu'ils étaient comme neufs, qu'on avait cette capacité, en fait, grâce à nos produits, à leur conception, d'avoir un circuit, enfin une circularité très forte. Et donc, compte tenu de notre mission écologique, on s'est dit que ça avait du sens de le proposer à nos clients comme service. Et donc, c'est ce que disait Vincent, on l'a proposé il y a quoi, on l'a sorti il y a 1 an ou 2, le programme Restore. Je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans le secteur, parce qu'il y a très peu de marques qui sont aptes aujourd'hui à le faire. Et pour nous, c'est une première étape vers un service élargi demain qui va être renforcé. Enfin, toucher tous les produits aujourd'hui, c'est qu'une partie de notre catalogue, mais on a des étapes ambitieuses à accomplir sur ce sujet dans les prochaines années. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière exhaustive. Bah, je pense que c'était bien d'avoir cette petite précision, justement. Dans tous les cas, le dossier en reparle également. Mais c'est clair que, excusez-moi, ça fait aussi toute la spécificité de l'offre globale Tipto. Et ça montre à quel point l'impact et la réflexion autour justement du réemploi de ces matières-là est au centre de votre réflexion. Donc ouais, très intéressant. Alors j'enchaîne avec une Merci. question de Manuel, justement alors plutôt sur la structure du capital. Pouvez-vous nous parler de la structure du capital de la société et de l'ouverture de celui-ci à d'autres investisseurs, hors levée de fonds de l'État, qui, on le rappelle, est en obligation, donc ne va pas dans tous les cas modifier le capital de Tipto. Ok, oui, c'est une bonne question, merci. C'est Manuel, c'est ça qui a posé la question. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, Mathieu et moi, en termes de capital, on détient environ 45% de la société et le reste est détenu par Eutopia, donc un fonds d'investissement consumer qui est lui-même Bicorp et qui a investi dans les marques Impact. Je crois qu'ils détiennent 30%, après ce sera dans le dossier d'investissement.
La BPI détient 8% et enfin 15% environ sont détenus par nos premiers business angels. La composition exacte sera dans le dossier d'investissement. Pour ce qui est de l'ouverture du capital à nouveaux investisseurs, aujourd'hui, on n'a pas de levée en capital prévue, hormis ce dont je parlais un peu plus tôt dans la présentation, un stratégique ou un acteur un peu structurant du secteur qui va nous permettre de matérialiser des synergies en plus de l'investissement. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi de faire une levée en action sur l'ITA et plutôt un financement obligataire. Exact. En effet, c'était bon à préciser. Merci Manuel pour cette question. Alors j'ai une question d'Antoine qui, de toute évidence, est suisse. Bonjour, la levée de fonds est-elle disponible en Suisse via le troisième pilier? Antoine, ça pour le coup, alors je pourrais vous apporter des précisions a posteriori de ce live par mail pour vous assurer de ma réponse, parce que je ne suis pas expert de la fiscalité suisse et encore moins justement de ce régime d'assurance retraite. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça dont ça traite le troisième pilier suisse. Ce qui est sûr, c'est que les avantages fiscaux et optimisations proposés sur l'ITA, à savoir pour l'obligation, la possibilité d'investir via un PEA ou un PEA-PME, j'anticipe un peu la question de Gauthier qui arrive juste après. Et en action, vous avez d'autres avantages fiscaux sur l'ITA quand vous investissez en action, comme la réduction IR-PME de 25% du montant que vous investissez, qui n'est en l'occurrence pas disponible en obligation. Ça concerne les contribuables français, puisque du coup, on joue via le financement de PME françaises sur des optimisations fiscales du régime fiscal français et de l'impôt sur le revenu français. Donc je ne pense pas que ça peut rentrer dans ce cadre-là du troisième pilier suisse. En revanche, en tant que résident fiscal suisse, vous pouvez tout à fait investir sur l'ITA. Il n'y a pas d'avantage fiscal potentiel à le faire, au-delà évidemment derrière des revenus économiques et financiers que vous pouvez avoir via versement des intérêts. Donc je dirais qu'en principe non. Après, c'est toujours intéressant de pouvoir se renseigner sur la question précise et n'étant pas expert, je vous reviendrai par mail si d'autres informations complémentaires sont intéressantes. Voilà, Antoine. Et donc, question de Gauthier auquel j'ai déjà un peu répondu. L'investissement est en effet possible via PEA-PME Gauthier. C'est bon d'avoir la précision d'ailleurs entre PEA simple et PEA-PME, puisqu'avec un PEA simple, donc un plan d'épargne en action, vous ne pouvez investir qu'en action, tandis qu'avec un PEA-PME, vous pouvez évidemment investir aussi en obligation. Petit rappel pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, et je comprends que ça puisse être le cas pour certains d'entre vous. Le PEA-PME, c'est un compte titre que vous ouvrez auprès de votre banque, en parallèle de votre compte courant et de votre compte épargne potentiellement, qui vous permet de stocker les titres d'entreprises, de sociétés non cotées dans lesquelles vous avez investi, donc titres de dette ou titres de capital en l'occurrence. Et l'avantage fiscal à investir via un PEA-PME, c'est une exonération de la taxe sur les plus-values. Donc à savoir que les 8% dont on parlait, qui sont les 8% d'intérêt, sont bruts et ils sont versés après déduction de l'imposition à la source, du revenu, l'imposition sur le revenu à la source par l'ITA. Et cette taxe sur les plus-values, elle est de 30%. 30% sur vos plus-values, donc c'est sur ces fameux 8%. Quand vous investissez via un PEA-PME, donc c'est limité à un minimum de 5 000 euros d'investissement, vous êtes exonéré d'une partie de cette taxe. Donc vous n'êtes plus taxé à 30% sur vos plus-values, mais à 17,2%. Voilà, parenthèse fermée, évidemment, pour ceux qui ont besoin de précision. On pourra vous envoyer peut-être dans le chat un article qui vous guide du coup sur cette question du PEA-PME. C'est un dispositif assez spécial qui inclut également du coup votre conseiller bancaire. Et donc il est possible, si vous avez ouvert au préalable un PEA-PME, d'investir dans Tipto via ce dispositif. Voilà pour ces petites précisions. J'espère que ça aurait pu être le plus clair possible, Gauthier. Et on va pouvoir finir avec une dernière question de Karine. Est-ce que le dossier d'investissement contiendra des informations détaillées sur les finances de l'entreprise? Je pense notamment aux résultats de 2022 et non plus une estimation. Ça, Vincent, on peut répondre d'une seule voix. En effet, il y a pas mal d'informations détaillées seront présentées dans le dossier d'investissement, notamment les comptes et bilans passés, et puis les hypothèses du business plan sur le projectif de compte et bilan, enfin de bilan et compte de résultats. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Vincent, sur la question. Je vois qu'il y a une partie sur les résultats 2022. On est en cours de finalisation des comptes 2022 avec notre cabinet d'expertise comptable, qui est en ligne avec les estimations fournies. Mais je ne sais pas si les comptes seront prêts d'ici la clôture. En fait, vu que le cabinet est en train de faire la clôture de toutes ces entreprises suivies, parfois ça prend un peu plus de temps. Oui, ce sera disponible au pire, du coup, dans les premiers rapports d'activité que vous aurez de la part de Tipto. À noter, du coup, que tous les 6 mois, vous recevrez un rapport d'activité de l'entreprise avec les éléments favorables et moins favorables de la période et les données chiffrées aussi à date. Voilà.
Alors, je ne les avais pas vues, elles s'étaient cachées. On a 2 petites questions de Célia qui devraient être assez rapides et puis on pourra se quitter là-dessus. La première question, est-ce que les investisseurs auront droit à une potentielle réduction sur le futurs achats Tipto? Et elle vous félicite pour ce projet. Elle dit qu'elle est prête pour le lancement de la collecte. Merci Célia. Bonjour Célia, merci. Oui, tout à fait. En fait, on va mettre en place un club ou une communauté d'investisseurs qui vous donnera droit à 15% en fait, d'achat sur tipto.fr ou dans notre boutique. Comme j'ai réaffiché le slide en question à l'écran. Très clair. Vous avez votre réponse, Célia. Et sur votre dernière question qui concernait, je crois, la prime d'impact à 1% en plus des 8% par an. Alors, j'y suis déjà revenu un peu plus tôt. Je peux vous citer, comme ça, ce sera aussi fait à l'oral. Vous l'avez, hein, comme je vous le disais, dans le contrat d'obligation que vous aurez en libre téléchargement une fois la collecte lancée. Mais les 3 critères d'impact, justement, à respecter pour Tipto. Critère numéro 1, on en a parlé, c'est l'utilisation d'au moins 95% de matériaux recyclés, recyclables ou éco-certifiés dans les produits Tipto. Aujourd'hui, on est à peu près 90. Critère numéro 2, 100% des produits commercialisés par Tipto fabriqués par des fournisseurs implantés en Europe. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et critère numéro 3, justement, ça fait écho à ce fameux programme Restore dont vous parliez, le fait que les produits Tipto puissent être couverts par des initiatives visant à allonger la durée de vie ou leur trouver des débouchés après une première utilisation. Et justement, on a un pourcentage du coût minimum de couverture de cette gamme de produits par des initiatives comme du coup, pour le coup, de manière plus ou moins majoritaire de ces produits Tipto. Pour vous donner les chiffres exacts, en 2023, ça doit concerner à minima 35% de ces produits. 2024, on passerait à 50% à minima de ces produits qui seraient concernés par ce programme ou une initiative similaire. En 2025, 65% et enfin en 2026, qui correspond du coup à la date butoir de l'échéance, 80% des produits concernés par ce type d'initiative. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Vincent, Mathieu, ou peut-être simplement un petit mot de la fin, puisqu'on a réussi à, je crois, à répondre à toutes les questions. Encore un grand merci à vous. Voilà. Merci à tous Merci. de vous être connectés. C'est très sympa d'avoir cet échange. Et comme tu l'as dit, Martin, si vous avez d'autres questions, il est possible de laisser des questions sur notre page de campagne sur lita.co et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, merci à tous. C'était un plaisir d'échanger. Et puis, on vous remercie par avance de participer à cette aventure. Et on est très fiers d'utiliser cet outil de l'ITA, qui est quand même un outil de référence dans l'investissement impact, et qui va nous permettre de continuer sur la voie sur laquelle on est lancé pour créer une marque qui soit une marque de référence en termes de responsabilité environnementale à l'échelle européenne et une marque qui laisse vraiment son empreinte de manière durable dans le design européen et français, qui est vraiment notre passion. Merci à tous. Un grand merci à vous deux. Je me joins à vous pour remercier tous les investisseurs pour leur présence active et ce jeu de questions-réponses qui est toujours bon à prendre pour sentir vraiment et palper l'enthousiasme qu'il y a sur cette collecte-là, au-delà des chiffres. Donc un grand merci à vous aussi, Vincent et Mathieu, d'avoir participé et joué le jeu de ce live. On était assez nombreux, comme le dit Émilie, que je salue d'ailleurs, qui est ma collègue chez l'ITA, qui participe aussi à l'organisation de cette campagne, au même titre que Jody, côté belge, qui était avec nous sur ce live. Je rappelle du coup que la campagne est également ouverte sur la plateforme belge, et que Lorraine, de votre côté, qui était aussi là, invisible, mais là pour traiter aussi certaines questions. Voilà, un grand merci à tous en tout cas, et puis à très vite sur l'ITA.co avec Tipto. Et bon appétit surtout. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.